parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, merci à Amadousso à la réalisation. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, décrypter l'actualité à 380 degrés. C'est ce que nous essayons de faire depuis plus de 10 ans en Guinée. Ceci dit, plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il faut mémoriser, qu'il faut composer pour nous envoyer des messages. Sous le coup de 10 heures, nous allons faire lecture de quelques messages. Le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages sous les coups de 10 heures. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le 14 mars dernier, des agents de police de Matam ont vidé un parc automobile et son contenu. Ceux qui étaient venus déguerpir des occupants des dits illégaux des lieux ne sont pas limités aux consignes officielles. Les véhicules pris sur les lieux ne sont malheureusement toujours pas retrouvés. Ce jour, ces agents étaient accompagnés d'un huissier, oui, dont la mission était de faire exécuter une décision de justice. Il serait allé au-delà de la justice, donc il serait allé au-delà du domaine du centre de litige et pour lequel le propriétaire a sollicité ses services. Une demande qui a quelque peu soulevé les interrogations sur le travail des huissiers de justice sur cette affaire et bien d'autres. Les GG veulent comprendre, veulent savoir à travers la Chambre des huissiers de Guinée les contours et limites de leurs actions. Maître Mohamed Mouktar Silla, il est le secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de Guinée. Il sera notre invité ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe du jour avec Moussa Mouissila. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Jacques Lévalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Le vieux Diba est là, bonjour Diba. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Voilà, allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, c'est pas passé inaperçu. Mon cher Diba Milimono, Kassouri devant donc les députés, décryptage donc des points essentiels. Qu'est-ce qu'on peut retenir, mon cher? Alors, conformément à la Constitution, à son article 63, après sa nomination, le Premier ministre devrait se présenter devant les députés pour faire la déclaration de la politique générale du gouvernement, donc ce qui a été fait hier conformément aux dispositions légales. Donc il faut retenir que quand même c'est un discours de 33 pages avec 2 heures du temps. Il a tenu ce discours, ce que quand même beaucoup ont jugé était trop long, un discours fleuve. On aurait pu quand même faire l'économie des mots et du temps. Donc il y a eu des propositions qui ont été faites après pour dire qu'il faudrait que la cellule prochainement puisse un peu travailler pour qu'il y ait cet esprit d'aller à l'essentiel. Ça va permettre aux députés non seulement de pouvoir poser des questions aussi pertinentes, mais également à l'auditoire de pouvoir comprendre. Donc il a fait hier dans la forme, c'était bien fait, le discours était bien rendu. Maintenant dans la forme, vous savez, c'est l'occasion de faire le bilan et de faire des projections. Donc à l'entame déjà, il est revenu un peu sur les réformes qui ont été engagées, notamment le rétablissement de l'autorité de l'État, les outils économiques qui ont été créés, l'ANIES, l'ANAFIC, et ainsi de suite. Il est aussi revenu un peu sur l'énergie, les investissements qui ont été faits, également la question économique, la flambée des prix sur le marché. Il a aussi mis un accent particulier un peu sur aujourd'hui sur l'agriculture parce qu'il estime qu'il faudrait que dorénavant nous produisons ce que nous consommons et que nous puissions exporter ce que nous produisons, c'est-à-dire les produits transformés, pour inverser un peu la tendance et mettre fin à cette dépendance économique sur le plan international. Donc, mais il y a aussi un accent qui quand même a défrayé la chronique hier, c'était notamment la démolition des maisons. Alors hier, après la présentation, après la déclaration de la politique générale, il y a eu cette phase des questions-réponses. Donc il y a un député qui l'a interpellé un peu sur les casses, qui a dit mais aujourd'hui c'est une catastrophe dans la cité, on constate qu'il y a eu des démolitions partout, alors comment expliquer cela, quelle était l'urgence? Alors la réponse du ministre quand même a étonné plus d'un, il dit qu'ils ne savent pas d'où l'ordre des partis par rapport à ces casses. Alors durant des mois, on a assisté à des démolitions ici à Conakry, mais aussi à Dobreka, donc devant des députés, des élus du peuple, et qu'un Premier ministre puisse se permettre de dire ouvertement qu'ils ne savent pas d'où l'ordre des partis par rapport à ces casses des maisons, ça donne beaucoup à réfléchir, et je pense que ça
ça provoque la colère des citoyens. Évidemment. On a vu les réactions sur les réseaux sociaux. Les gens se disaient, est-ce que c'est un mensonge d'État ou bien c'est pour tout simplement couvrir le chef de l'État ou se couvrir et utiliser le ministre de la ville comme une espèce de fusible. Est-ce que c'est un jeu qui s'est profilé à l'horizon? Alors, il y a eu des réactions comme ça. Mais ce qu'il faut rappeler, ce qui s'est passé, je pense que non seulement c'est grave pour notre pays parce que c'est une catastrophe, c'est une violation de nos dispositions légales parce que la mission fondamentale d'un État, c'est de trouver un logement pour ses citoyens. Lorsque des citoyens, à la sueur de leur front, à la dure, ils se sont battus des années pour se trouver un logement et qu'un beau matin, qu'on puisse casser ces maisons et que ceux qui sont censés les protéger et les trouver des logements nous disent qu'ils ne savent pas qui a donné l'ordre à ce qu'on casse ces maisons, c'est qu'il y a un problème. Et ça vient mettre à nu un peu ce malaise au sommet de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement dans un gouvernement? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette harmonisation des décisions au sommet de l'État? Parce que le PM, quand même, ce qui s'est passé, il peut se couvrir. Mais attention, le mot, il est déjà parti. Et aujourd'hui, les citoyens sont en train de chercher finalement qui a donné l'ordre de casser ces maisons. Justement. Donc je pense que c'était une grosse erreur. Cette communication, on aurait pu l'éviter. C'est une boutade, on va le dire comme ça, parce que quand même, le ministre Kourouma ne va pas se dédire. On il va pas se dédire. Très bien, mon cher Diba, si tu me permets. Il a fait un tweet, le tweet date du 9 mars 2021. Il a bien dit sur ce tweet, sur instruction du président, j'ai lancé le lundi 8 mars à Kagbelen l'opération de déguerpissement des encombrants physiques sur le long des rails, suivant donc Sanoya et Manéa. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on aurait pu comprendre si c'était une journée. Mais sur des semaines, les médias dans les quartiers, les médias ont relayé. On aurait pu dire tout de suite, attention, il y a un débordement. On n'a pas dit de casser des maisons, mais c'est de libérer les emprises. Nous avons appris qu'il y a une commission qui a été mise en place, qui va faire son travail. Le Premier ministre a pris l'engagement au nom du chef de l'État devant les députés pour dire l'État s'engage à dédommager ceux qui ont des papiers légaux, qui ont été victimes de ces casses et qui ne seraient pas dans le rayon, dans les emprises. Donc, est-ce que, moi je pense que peut-être c'est le décès après la mort, mais dorénavant, il faudrait réfléchir en amont avant de faire de telles choses. Maintenant, l'autre aussi question, c'est la flambée des prix, parce qu'il a abordé beaucoup de questions, mais ce qui touche directement aux citoyens qui peut aussi nous interpeller, c'est la flambée des prix. Il a dit, bon, aujourd'hui, il y a une flambée des prix, non seulement parce qu'il y a la rareté des denrées sur le plan international, donc ce qui fait que, par exemple, des produits agricoles et industriels sont devenus rares. Ça fait que nos commerçants ou les opérateurs qui importent des produits, le prix du conteneur a doublé. Donc c'est ce qui explique un peu cette flambée. Et hier, quand même, le député Joe Bebeto, c'est vrai, même s'il a fait la risée sur la toile, mais il a posé une question aussi pertinente. Parce que demander c'est des vrais gens. Oui, c'est des vrais gens. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête de traiter les gens d'analphabètes dans ce pays, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas été à l'école, vous ne pratiquez pas le français, vous êtes un analphabète. C'est tout simplement, il n'avait pas été alphabétisé en langue française. Mais il est intelligent. Donc il a interpellé sur, par exemple, les concombres et tout ce qui se fait en Guinée, mais comment expliquer alors qu'il y a des flambées au niveau de la production intérieure? Alors le Premier ministre a trouvé une explication, mais moi aujourd'hui, par rapport à ces flambées, j'aimerais quand même dire une chose. Il a dit il faut qu'on inverse la tendance avant 2022. C'est-à-dire en quoi faisant, il faut qu'il y ait une nouvelle politique agricole et industrielle. Il dit que le chef de l'État a invité les ministres, les députés, les cadres à s'investir dans l'agriculture. Est-ce que c'est ça une solution pour un État après 10 années de campagne agricole? Est-ce que c'est d'inviter des ministres à être des agriculteurs qui va inverser la tendance? C'est la grosse question qu'il faut se poser, parce que cela doit passer par un budget, cela doit passer par l'aménagement des espaces cultivables, cela doit passer par la maîtrise de l'eau, mais aussi des routes pour désenclaver les zones de production. C'est comme ça on développe un pays. Donc, je pense qu'il y a aussi d'autres questions qui sont revenues au devant de la scène. Évidemment, Diba Milimon, on va revenir, on va décrypter évidemment ce passage du PM un peu plus tard. Allez, Mafoudi a un aveu qui montre un petit peu l'absence de l'État, si on peut se mettre à dire ça en même temps, qui illustre que les politiques, ce sont des politiques, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, et franchement, ça fait peur. Ça fait peur quand on connaît le mal que ces opérations de déguerpissement a causé à bon nombre de familles et que notre Premier ministre nous dise que le président n'était pas informé. On en rit au début, mais après, ça fait tellement mal. C'est à croire qu'aujourd'hui, en Guinée, on a des gouvernants qui sont capables de faire tellement mal et de façon très banale. J'aurais préféré à sa communication ne rien dire, à sa place ne rien dire, que de dire ce qu'il a dit là. Parce que je peux me le permettre, c'est une insulte vis-à-vis du peuple. Les gens ont énormément perdu.
on a quand même passé des semaines sur ça. À un moment donné, les médias ne faisaient parler que de ça. On a donné la parole à des citoyens qui se sont exprimés. Le président, supposons alors qu'il ne soit pas au courant au moment où on lançait l'opération, mais 2 jours après, ou même le jour J, il aurait su qu'il y avait quelque chose. Donc, il aurait pris des mesures avant de poursuivre la démolition. Mais la démolition continue jusqu'à date. Et c'est pas au cours de son discours hier qu'il va dire que le président lui-même n'est pas informé. Je pense que c'est grave. Et ce qui est plus inquiétant, c'est de savoir aujourd'hui que des réactions comme ça ou des sorties comme ça passent inaperçues. Parce qu'il y a de quoi aujourd'hui s'énerver, à s'inquiéter et à s'énerver. C'est absurde, c'est totalement absurde. On ne sait même pas comment qualifier cela. Il n'y a pas d'espoir à ce qu'on puisse voir autre chose, parce que de toutes les façons, c'est dans ça on est aujourd'hui. On prend des décisions, demain on revient dessus, on dit des arguments. Des fois même on a l'impression qu'on ne tient même pas compte je sais pas, de la capacité. C'est comme si on se disait, les personnes qu'on gère, ce sont des gens à qui on peut tout faire et puis on n'a pas à s'inquiéter, ils ne leur rendent pas le petit doigt. C'est inquiétant. Bien sûr. Maintenant, revenir rapidement sur le discours. Globalement, ce que Djiba disait tout à l'heure, je reviens dessus, quand il dit que les ministres auront à s'investir, tout le monde. Moi, quand il a dit ça, j'étais un peu inquiète parce que ce que je crains déjà, c'est de voir encore ceux qui ont l'argent, les plus riches, s'accaparer des terres des pauvres. Parce que c'est des choses, on le dit facilement comme ça, mais après, l'élément, c'est que ça va motiver les gens. Ceux qui ont de l'argent vont acheter des hectares et des hectares. Pendant ce temps, quelle est la politique pour permettre à d'autres Guinéens qui vivent de leurs terres de ne pas les perdre, et des jeunes qui ont des initiatives porteuses de pouvoir les concrétiser? Je pense que tout ceci, il ne suffit pas de les lancer comme ça. Il va falloir organiser tout ça. En tout cas, dans le discours, dans l'ensemble, ce qu'on a écouté, c'est plus d'engagement, de promesses, et c'est tout à fait normal, c'est un discours, c'est ce qu'on vend. Mais après, le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qui sera concrétisé pour ces discours, parce que quand on prend, hier, on parlait du discours qu'il a tenu en 2018 devant l'Assemblée, et quand on voit les promesses et les réalisations, il y a un grand écart. Est-ce qu'aujourd'hui, parlant d'éducation, là aussi, il a fait une annonce, par exemple, d'augmentation de 20%. Tout ceci réjouit, parce que tout le temps, on parle d'éducation ici, mais le problème, c'est de savoir, au-delà de ces discours, qu'est-ce qu'on va bien offrir aux Guinéens? Parce que tout ce qu'il a promis avant, l'insécurité, la santé, l'éducation, on se retrouve avec autant de problèmes qu'avant. C'est vrai qu'il y a quelques petites avancées par-ci, par-là, dans le domaine des infrastructures, mais sur le plan général, c'est compliqué. C'est d'ailleurs là que je comprends l'inquiétude de Joe Bebeto, parce que quand un Premier ministre vient avec des chiffres macro et tout, un débat intellectuel, Joe Bebeto, ce que lui n'a pas compris et ce que beaucoup de Guinéens ne comprennent pas, d'accord, vous dites que vous travaillez je sais pas, 2 chiffres, 3 chiffres, on peut rester dans ce cadre. Mais la croissance, mais nous, comment on vit, comment on ressent cette croissance et tout, c'est là qu'il parle de Kobo-Kobo et on le comprend. Parce que c'est ce que les gens utilisent. C'est ça leur inquiétude en fait, c'est cela la vérité. Ce serait important qu'on n'accorde pas de l'importance seulement à ceux qui viennent avec un bon français, avec des bons chiffres, avec un débat, je sais pas, qu'on jugerait haut. Mais ce qui importe le Guinéen aujourd'hui, quand le Premier ministre prend la parole, c'est de savoir comment on se nourrit. Et effectivement, Kobo-Kobo ne vient pas d'un conteneur. Comment concevoir qu'en Guinée, on puisse acheter ça cher aujourd'hui? Ce sont les vraies questions. Voilà. Allez, il a parlé aussi du PNDS, mon cher Jacques Léo-Aleno. Je prends évidemment ce passage du PM qui dit le produit intérieur brut, PIB, évidemment, mesure de la création de richesse nationale, a progressé d'environ 10,4% entre 2016 et 2017, avant de se stabiliser autour de 6% les années suivantes. Après, il a aussi dit que la Banque mondiale lui a dit que la pauvreté a reculé. Et en même temps, c'est le même Premier ministre qui disait la dernière fois, quand il observe les Guinéens, il a mal. Il y a assez de contradictions dans le discours. Il y a trop d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. J'ai envie de donner raison à Antoine qui disait, bon, Kassori va se présenter au Parlement, il va tenir un discours qui ne l'appartient pas. C'est-à-dire, il va seulement dire des choses comme ça et après, ce n'est pas des trucs de conviction. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on peut bien relever dans ce discours. Je suis d'accord avec Djiba, le discours était fleuve pour avoir ce qu'on a pu entendre là-dedans. Et puis, je voudrais m'attarder sur le bilan parce qu'il a fait un petit bilan. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a fait hier.
il a joué un peu sur certains chiffres en matière d'accès à l'électricité. Justement. Et il a dit que l'accès à l'électricité a augmenté de 40%. En fait, quand vous partez sur le site même officiel du ministère de l'énergie, on parle de 18%. Même jusque ce matin, les portails d'information sur la Guinée parlent de 18%. Wow. Le Premier ministre, devant le Parlement, parle de 40%. En fait, il y a une confusion totale. On essaie de dire, par rapport à la population de 18% totale. en 2012 à 42% en 2019. Oui, par rapport à la population totale de la Guinée, c'est 18% d'accès à l'électricité. Maintenant, par rapport à ces 18% qui accèdent à l'électricité, 42% sont dans les zones urbaines et c'est seulement 2%, n'est-ce pas, au niveau des zones rurales. Ouais. C'est ce qu'on peut lire sur les documents officiels qui existent, donc les documents du gouvernement. Je crois que quand on travaille encore une fois sur une déclaration comme telle, on essaye de faire en sorte que les documents, disons les informations qu'on a à travers ces ministres, parce qu'il y a une contribution de tout le monde, soit des informations vérifiées et vérifiables, ça peut paraître intéressant. Maintenant, il a parlé aussi de quelques instruments qui ont été mis en place pour partager la prospérité à la place donc de l'ANAFIC qui est pour les collectivités décentralisées de l'intérieur du pays. Et il annonce la création de l'AFICON. L'AFICON, c'est l'agence pour le financement des communes de Conakry qui devrait donc être financée à partir des taxes prélevées au niveau de l'aéroport et du port autonome de Conakry. 10% de ces taxes devraient être reversées aux communes de Conakry. Il semble qu'une agence est déjà créée qui devrait donc s'atteler à la construction peut-être de quelques infrastructures, la question de la voirie urbaine, mais également beaucoup d'autres biens que sollicitent, n'est-ce pas, les populations de Conakry. Par rapport à l'éducation, il a fait une belle annonce, on va aller à 20%, mais en même temps, il dit la priorité, c'est l'enseignement fondamental, c'est-à-dire l'enseignement préuniversitaire et puis l'enseignement préuniversitaire en général. C'est vrai, ce qu'il a voulu dire, c'est ce que nous avons souvent dit dans ce pays, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'investissement dans les écoles techniques, dans les écoles professionnelles, et puis faire en sorte que les enfants aient la volonté d'aller apprendre, n'est-ce pas, des métiers. Mais lorsqu'il dit que l'enseignement supérieur n'est pas ma priorité, à ça, mais si, ça fait, je me pose la question. En ce qui concerne les chiffres, quand il dit en 2012, le taux est passé de 58 à 65%. Le taux d'alphabétisation, de scolarisation, c'est des trucs de toutes les façons qui sont à vérifier, mais je crois que les institutions sont un peu d'accord là-dessus. Sur les chiffres, c'est vrai qu'il a cité des institutions qui ont pu quand même mettre des chiffres à disposition, mais ce que quand même on pouvait constater dans la salle, c'est que parfois, du regard, il regardait ses ministres pour essayer de corroborer ce que lui disait. Parce que parfois il y avait quand même des disparités pour dire vous donnez tel chiffre, mais non, donc il y a un problème énorme à ce niveau. Voilà. L'incohérence, encore une fois. L'incohérence. Donc au niveau de l'enseignement supérieur, quand il dit ce n'est pas cela la priorité, je crois que non. Parce que il y a quand même un débat aujourd'hui autour de la recherche scientifique qui n'existe pas dans ce pays. L'enseignement supérieur avec nos étudiants, on en parlait la dernière fois pour le cas de Symphonia où les enfants étudient carrément debout parce qu'ils n'ont pas accès aux salles. Les salles n'existent pas. On est encore en train de louer dans ce pays des bâtiments privés pour loger des étudiants à l'intérieur. Et Joe Bebeto, qui a parlé de Koba, il n'a pas parlé que de ça. Il a parlé également de l'éducation. Il dit dans sa commune à Dixine, les enfants n'ont pas envie d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas de salle de classe. Alors que, où il y a des salles, mais il n'y a pas de table-banc. Or, le président de la République avait, en début d'année scolaire, annoncé clairement qu'il avait trouvé des tables-bancs pour certains établissements. Le ministre Banobari avait accompagné quelques tables-bancs dans quelques écoles, par exemple à Symphonia, à l'école Afrikof, là, où il y avait des salles de classe qui manquaient, n'est-ce pas, de tables-bancs. Dixie n'en a pas eu. Pourquoi? La question, elle était pertinente de la part de Joe Bebeto. Et je crois que la population de Dixine et bien d'autres populations de l'intérieur du pays, je pense à ces villages où on étudie encore dans les hangars, notamment vers Bokeh, voilà, qui autres. existent. Voilà, si l'enseignement fondamental est une priorité, on doit le savoir bien naturellement dans les prochains jours. Voilà, mon cher Antoine, on t'écoute. Voilà.
C'est bien de m'écouter parce qu'au moins. C'est ce qu'on fait, justement. Il m'a dit, ouais, je suis réaliste. Je suis très réaliste. Voilà. Jacques, ce matin, me donne raison quand je disais hier que c'est quelqu'un qui va au Parlement sans aucune conviction. Il va dire des choses fleuves sans les penser véritablement. Et dans le discours d'hier, on l'a senti dans la façon de parler du PM. Certes, c'est quelqu'un qui sait lire les discours, il sait lire les textes écrits en noir sur blanc, mais ça a duré près de 2 heures de temps son discours. J'apprécie qu'il soit resté debout pendant ces 2 heures vu son âge, mais de 14h à 19h tout de même, pour un discours de politique générale, c'est assez long. J'ai vu des diplomates s'endormir, des députés qui dormaient pratiquement, beaucoup parmi Tu parles du décor là, Antoine. C'est la forme. Écoute. Permettez que j'en parle parce que c'est important. Bien, vas-y. Grande gueule. Le discours long a fait que certains s'endormaient pratiquement et beaucoup n'ont pas saisi grande chose. C'est pourquoi l'un des aspects que j'appelle l'incident de l'événement est venu noyer tout ce que Kassouri a dit. C'est l'incident lié à la casse des bâtiments. Faites la remarque, tout le monde pratiquement, dans le compte rendu qui est fait, se focalise sur ce pan de son message alors qu'il ne répondait qu'à une question d'un député liée aux casses des bâtiments. Et à mon avis, les Guinéens qui ont été victimes de cela peuvent porter plainte contre l'État. Parce qu'à ce niveau, l'État ouvertement dit que ce n'est pas moi qui ai autorisé à ce qu'on casse vos maisons. Des bâtiments que certains citoyens ont acquis à la sueur de leur front. Des bâtiments que des citoyens ont mis des vingtaines, voire des cinquantaines d'années à construire. Des personnes se sont levées un beau matin pour aller détruire cela sans qu'on ne sache qui a ordonné. Et le PM le dit clairement devant toute la face du monde. Et à mon avis, cet aspect du discours est venu noyer toute la bonne volonté, s'il y en avait, de l'État de vouloir, encore une fois, poser des actes dans les années à venir. Et je me dis qu'à ce niveau, il est important que nous nous arrêtions afin que le gouvernement s'explique là-dessus, parce qu'on nous apprend qu'il y a une enquête en cours pour déterminer qui a autorisé à casser. Mais n'allez pas loin dans les enquêtes. On est des médias, on a des éléments sonores et des vidéos qui montrent des maires des communes. Le ministre Ibrahima Nkouruma au devant des machines en train de casser des bâtiments. Donc on n'a pas besoin de trop fouiller pour comprendre qui a été sur le terrain pour casser ou qui a ordonné les casses dans les quartiers. Parce qu'au niveau des emprises des routes, on semble dire que c'est normal parce qu'à ce niveau, des citoyens avaient illégalement occupé les espaces qui étaient destinés à la route. Mais dans les quartiers, dans les zones reculées par exemple comme du Breka, où je ne comprends, où on a l'impression qu'il y a pas un tonnerre, mais plutôt un cyclone qui est venu dévaster toute la déventure d'une commune urbaine qui est Dubreka. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé à Dubreka. On est venu dévaster toute une zone. On a l'impression que ceux qui l'ont fait n'ont pas de famille, n'ont pas de sensibilité. Des pauvres citoyens contre qui on est venu s'abattre sans qu'il n'y ait de raison véritable. Et je me dis qu'à ce niveau, l'État doit nous dire ce qui s'est passé. Kassouri, dans son discours toujours, a dit regretter le départ d'un certain Yerobalde. Là, cet aveu, je l'apprécie parce que c'est sincère. Lorsqu'un PM dit ouvertement que je regrette la démission d'un ministre qui était très compétent, cela veut dire que celui qui l'a remplacé, je ne dis pas qu'il n'est pas compétent, mais il doit se remettre en cause. Parce que, si, lorsqu'on apprécie votre prédécesseur, si Lamine, on va pas le mal partout, je suis désolé. Pas que je vois le mal à ce niveau, mais comment se fait-il que sur 33 ministres, qu'on ne regrette que le départ d'un seul, qu'on dit qu'il était compétent, à ce niveau, il faudrait que les autres se remettent en cause, surtout celui qui l'a remplacé. Et donc, pour moi, Kassouri est venu faire un discours, j'attends de savoir ce que va être la réalité sur le terrain. Je disais qu'il y avait eu déjà 2 qui sont passés. Je crois peut-être ce n'est pas forcément par rapport à celui qui est là actuellement. Les grandes gueules. Je me dis que celui qui est là, il vient d'arriver. Oui, mais celui qui est là et celui qui l'a remplacé doivent se remettre en cause. Pour clore, arrête de polémiquer. Non, je ne polémique pas la Vas-y, pour clore. Je vais clore rapidement parce que j'ai pas envie de rentrer dans le les grandes gueules. Parce que pour moi, ce ne sont que de 20 mots qui ne seront pas concrets. Encore tu ne changes pas de position. Mais si, je le dis, je ne change pas je de comprends position. Hier, c'est ton opinion et on respecte. Nous épargner ces heures de discours fleuve et aller aux actes concrets parce que ce n'est pas ce qui se voit sur le terrain. Et je me dis, voilà, c'est comme d'habitude. On endort le peuple pour des résultats minimes. Et hier, Kassouri, encore une fois, voilà, Jacques a parlé d'électricité et tout cela. Ce ne sont que des chiffres. Antoine Nkouruma, voilà, du concret évidemment dans cette émission. Mon cher Moussa,
vu l'ensemble, comment tu peux analyser? Qu'est-ce qui t'a marqué à la fin? C'est le résumé que j'ai fait de tout ce passage. Ouais. J'ai dit que le résumé, c'est: nous reconnaissons, nous faisons le constat, nous gouvernons, que vous souffrez, vous gouvernez, mais nous vous promettons que ça va aller. En attendant, serrer la ceinture. Voilà un peu ce on nous a fait passer comme message. C'est-à-dire qu'un aveu que le peuple souffre et qu'ils en sont conscients, et on nous donne de l'espoir pour dire il y a de l'espoir, continuez à vous serrer la ceinture, le bonheur c'est au bout du tunnel. Dans la forme, je suis d'accord avec mes confrères, c'était un discours quand même qui était long, très long. Parce que quand c'est long, on sait bien en communication, ça donne du fil à retordre à ceux qui écoutent et ça leur fait perdre même le fil. Parce que vous retenez en même temps, beaucoup d'informations vous sont données, vous ne pouvez pas retenir toutes ces informations, vous ne pouvez pas toutes les capter. Quand c'est concret, concis, ça permet à l'auditoire d'être concentré et de retenir les grandes lignes. Mais là, c'était vraiment long et ça, je m'adresse à la cellule de communication qui a travaillé sur ce discours. Ensuite, dans le fond, vous vous rendez compte quand même que celui qui avait le discours, il maîtrisait son sujet. Il maîtrisait quand même son sujet. On sentait qu'il avait pris le temps de s'en approprier, s'approprier donc du contenu et tout, et que c'est un travail qui a été fait en tenant compte de certaines réalités. Parce que je présume qu'un Premier ministre qui tient un tel discours de politique générale, qui est une étape majeure quand même du chef de gouvernement, qui consiste à donner les grandes orientations de sa politique générale, et également à donner les perspectives, les réformes qui seront engagées par lui et son équipe. Donc c'est un moment important dans la vie démocratique d'un pays. Alors, j'imagine que quand il tient un tel discours, il n'a pas toute la science infuse, donc il compte sur les rapports sectoriels qui lui sont donnés par ses ministres. Au niveau de l'énergie, sur l'accès à l'électricité, que ce soit dans la zone urbaine ou dans les zones rurales, je présume qu'il devrait normalement se baser sur les rapports qui lui seront fournis par le ministère de l'énergie. Ainsi de suite par rapport aux autres départements, l'éducation et j'en passe. Donc c'est la capitalisation, c'est le résumé de l'ensemble de ces données-là qu'il peut mettre dans son discours, bien entendu. Donc s'il y a une déconnexion entre ça et ce qui existe au niveau des ministères, ça veut dire que ça n'a pas été très fouillé et il n'y a pas eu vraiment de communication là-dessus. Les grandes gueules. Et au niveau du fond toujours du discours, il a parlé de croissance. Mais quand il a parlé de croissance, il a plus tard parlé également des difficultés à venir. Les difficultés à venir, c'est-à-dire que c'est là où j'ai pas compris. Je me suis dit, il y a une contradiction. On nous promet que ça va sortir, on va sortir la tête de l'eau. Mais en même temps, on nous dit, serrez la ceinture, il y a des heures sombres qui viennent, il y a des jours sombres qui viennent. Donc, je ne comprends pas. Soit, c'est la prévision, c'est que nous allons sortir complètement de ce trou, nous allons sortir complètement de cette austérité économique, ou bien, c'est de nous dire clairement, en dépit de tout ce qui va se passer, vous devez continuer à serrer la ceinture parce que les jours qui viennent seront des jours difficiles. Donc, je n'ai pas compris croissance et austérité. J'ai pas compris cette jonction-là. Et les recettes, est passée à l'austérité. Les recettes intérieures, vous sentez bien qu'on va pomper beaucoup plus sur les recettes intérieures. C'est-à-dire, quand on fait cela, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus on va demander à chacun d'entre nous de faire plus, de donner plus. Donc, ça va passer par l'électricité, dont les coûts vont augmenter. Donc, on va nous demander de faire plus d'efforts. Mais en même temps, en le faisant, on n'explique pas comment ils vont nous permettre de gagner plus. Parce que vous demandez plus à un citoyen lorsque vous augmentez son pouvoir d'achat. Mais je n'ai pas vraiment compris les canaux par lesquels, dans ce discours, le citoyen guinéen va avoir un pouvoir d'achat capable de lui permettre de payer plus à l'État. On donne quand on a plus. Donc, je pense qu'à ce niveau, l'agriculture, c'est pas dans l'immédiat, c'est un long processus. D'ailleurs, toutes les réformes qu'ils disent avoir entamées, que le président dit avoir entamées dans le secteur agricole, ça démontre qu'il n'y a pas une planification, qu'il n'y a pas eu la prise en compte des véritables données agricoles, en mettant en place des experts qui allaient travailler sur la formation, sur l'encadrement et autres. Ceux qui ont réussi
dans le domaine agricole, c'est le président de la Chambre nationale, parce que lui, il sait que c'est une science. Il faut se faire entourer par il faut savoir écouter le sol, savoir écouter la terre, comprendre son langage. Il sait qu'on ne se lève pas un beau matin pour faire de l'agriculture à grand rendement. Ça passe par la technicité de nos jours. Donc, si on compte sur l'agriculture pour augmenter le pouvoir d'achat du Guinéen, afin qu'il paye plus à l'État en termes de mobilisation de recettes, je pense que c'est un long processus, le peuple ne pourra pas du tout supporter. Et au niveau je finis par la casse des maisons. Cette partie, à mon avis, sous d'autres cieux, cette information serait passée inaperçue. Je trouve qu'il y a de la sincérité à son niveau. Qu'il a eu le courage de le dire, c'est sincère. Sous d'autres cieux, on aurait marché sur cette information, nous l'aurions jamais su. Parce que, vous savez, entre eux, il y a une sorte de solidarité gouvernementale. Quand c'est trop mauvais, on n'en parle pas, on préfère se taire. Et c'est vous qui allez patauger en vous posant d'énormes questions. Mais là, c'est quand même gros, ça. Oui, mais c'est un aveu d'impuissance, ça veut dire qu'on n'a pas d'État, en fait, en Guinée. Je finis, s'il vous plaît. Je comprends très bien. Je finis. Tu sais, en politique aussi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, pour avoir un petit peu, je vais dire, l'opinion avec soi, on essaie de se culpabiliser, mais on est Lamine, quand même, Moussa. Je finis. Vas-y, mon cher. Ce qui m'importe, c'est l'information qu'il a mise à ma disposition. Oui. Je ne pouvais pas, en dépit de tout, savoir que cette opération de casse, au regard de son envergure, n'avait pas été planifiée par ceux qui nous gouvernent. Grâce à cet aveu, je le sais. Mais est-ce que ça signifie... C'est fait à défaut ou pas du tout? Quand tu dis une sorte de sincérité. Attends, je développe. Oui. Je dis bien qu'il ait pris ce courage, parce que je trouve que c'est sincère de dire au peuple, on a cassé vos maisons, on a cassé vos domiciles, mais je finis, on a cassé vos maisons, on a cassé vos domiciles, mais l'ordre n'est pas venu du président de la République, l'ordre n'est pas venu de nous. Non, mais c'est trop facile. J'aimerais juste dire une chose. Il finit s'il vous plaît, les gars. Allez-y, Moussa. Qu'ils le disent publiquement, en admettant, parce que le retour de bâton, c'est quoi? Il sait bien que des gens ont souffert dans leur chair. Des gens ont perdu tout ce qu'ils ont investi durant leur vie. Parce qu'une maison construite en République de Guinée, c'est des années d'acharnement en termes de travail, d'abnégation et de privation. Voilà, vous construisez cette maison et elle est cassée un beau matin. Lui, chef du gouvernement, qui travaille avec le président de la République, dit devant la représentation nationale que nous ne savons pas d'où l'ordre vient. Je ne dis pas que l'opération, elle est bonne, mais je dis qu'il ait pu nous donner cette information. Je trouve cela déjà courageux. Maintenant, dans le fond de cette déclaration, je trouve que c'est extrêmement grave. Les faits. Parce qu'il faut dissocier les choses. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Je trouve que c'est extrêmement grave. Cela m'a démontré quoi? Cela m'a prouvé que ceux qui nous gouvernent ne se parlent pas. Ceux qui nous gouvernent ne se parlent pas. Et qu'ils nous dirigent à la queue leu. C'est-à-dire qu'ils nous dirigent sans tableau de bord. Sans tableau de bord. Un beau matin, quelqu'un s'est levé. Il a dit, écoutez, Conakry ne ressent pas une capitale. Il y a le président turc qui me l'a dit. Dégagez les encombrants physiques sur la route. On dit, ah oui, c'est le président qui l'a dit. Alors, c'est pas planifié, c'est pas calculé. Il n'y a pas eu de réunion avec des techniciens autour de la table pour savoir comment est-ce que ça va se faire. Aucune stratégie. Donc, il n'y a pas de planning. On prend les caterpillars, on commence à démolir, entailler sur les différents immeubles. On le fait, on rentre dans les quartiers et c'est filmé, c'est médiatisé. C'est pourquoi j'ai préparé un petit résumé du passage du ministre, je pense, la régie là, du passage du ministre Ibrahima Kourouma chez nos confrères de Djoma, où il s'est exprimé, le ministre de l'aménagement de la ville. On ne peut pas du tout se dédouaner. Je veux qu'on écoute cet extrait et qu'on revienne en plateau. Ils ne savent pas qui a donné l'ordre. Moi, je veux que la presse... Oui, j'ai donné à Poutine, il a Poutine là. Je veux qu'on les aide à trouver les personnes autour d'eux qui ont donné l'ordre de casser nos maisons. Puisqu'ils disent qu'ils ne les savent pas, nous, on va leur donner des noms. Mais première chose que je souhaite signaler, les casses ont commencé au nez à la barbe du palais sécotorial, là-bas, à Boulbinet. C'est là-bas qu'ils ont commencé à casser, à côté de la primature. C'est là-bas ils ont commencé à rentrer dans les quartiers, à casser les domiciles. Donc, ce vacarme-là, ce remue-ménage que ça a créé, que ces gouvernants disent qu'ils ne savent pas qui a donné l'ordre de le faire, je trouve que c'est extrêmement grave. Ça signifie quoi? Demain, on peut ériger
un barrage quelque part ici à Matoto, on raquette tout ce qui passe, on dit qu'il y a une nouvelle taxe qui est née, ils vont ramasser plus de 10 milliards de francs guinéens. En fin de compte, on dirait, le ministre de l'économie va dire, ah mais ça je ne sais pas qui en a donné l'ordre. Si vous écoutez cet extrait, vous vous rendez compte que c'est pas possible. On ne peut pas rechercher des coupables, on ne peut pas rechercher ceux qui ont donné l'ordre. C'est bien connu parce que des documents sonores existent, des vidéos existent qui expliquent que l'ordre a bien été donné par le gouvernement. En tout cas, si la primature n'est pas au courant, des journalistes que nous sommes, on peut l'aider à le savoir. Bien. Mais qu'ils n'oublient pas que les casses ont débuté devant le palais Sécotoria, à côté du palais Sécotoria à Kaloum et à côté de la primature. Merci beaucoup. J'aimerais dire que des médias ont relayé durant des semaines ces casses. Donc ça veut dire qu'ils étaient au courant de ce qui se passe. Dans un pays normal, je pense que vu la gravité des propos, hier, en lieu et place d'un vote d'approbation de cette déclaration de politique générale, dans un pays normal, les députés auraient dû demander au Premier ministre de lancer une enquête ou, à défaut, de voter contre cette déclaration. C'est ce qui devrait se passer, parce que ce qui s'est passé, on a porté atteinte aux droits des citoyens à se trouver un logement. Donc, normalement, on aurait pu voter contre cette déclaration de politique générale en faisant une motion de censure et qui aussi a des conséquences. Maintenant, au-delà de ça, sur, par exemple, la mobilisation des ressources internes, parce qu'à ce niveau, il y a de véritables problèmes. Moussa le disait tout à l'heure, le Premier ministre, il dit dans son discours que aujourd'hui, malgré cette mobilisation des ressources internes, nous sommes autour de 13%. Donc, ce qui veut dire qu'on est un peu en deçà des 15% qui sont recommandés par l'Organisation de la coopération pour le développement économique, l'OCDE. Et nous sommes aussi en deçà des 20% qui est aujourd'hui recommandé par la conférence d'Addis Abeba. Donc ça veut dire que la mobilisation des ressources internes, elle est très faible. Et pour inverser la tendance, il dit que le chef de l'État a signé un contrat de performance avec les principales régies financières, telles que la Direction générale des douanes, la Direction nationale des impôts et la Direction nationale du Trésor. Et que la mesure va s'étendre aussi aux autres EPA. Je voudrais comprendre cela. Mais je pense que lorsqu'on veut mobiliser des ressources internes, il faut lutter contre la corruption. Et c'est ça l'honneur de la guerre, parce qu'il y a des déperditions. C'est pourquoi moi je veux qu'on signe des contrats de performance, mais il faut que l'État joue d'abord sur son train de vie. Ouais. Il faut baisser le train de vie de l'État, parce que c'est bon de demander aux citoyens serrer la ceinture. On ne va pas continuer à financer des déficits qui sont créés par la mauvaise gouvernance. Il faut réduire le train de vie du gouvernement. Il faut lutter contre la corruption. Il faut mettre fin au marché de gré à gré et les surfacturations. Je pense que tout cela explique cette crise que nous sommes en train de traverser. Et pour finir rapidement, il a parlé des outils de développement tels que l'ANIES. Mais il y a un problème à ce niveau. Un discours fleuve, ça veut dire vous rentrez dans les détails. Vous avez des statistiques, vous avez des chiffres. Mais à ce niveau, on ne dit pas combien de familles ont été touchées par la répartition de la prospérité économique. Puisqu'ils disent qu'on partage, disons, la croissance, les fruits de la croissance. On ne sait pas combien de familles qui ont été touchées. Est-ce que ça a changé des vies? Parce que si vous prenez de l'argent comme ça, vous distribuez à des citoyens, je ne pense pas, c'est pas comme ça en lutte contre la corruption. Bien. Vous l'aggravez plutôt. La meilleure façon de partager la prospérité, c'est de créer de l'emploi. C'est de demander à ces familles, mettez des projets en place, on finance vos projets et on réduit la pauvreté. Mais on ne peut pas donner comme ça, comme si c'était un peu de la dépense qu'on donne à sa famille pour inverser la tendance. C'est impossible, c'est pas comme ça on développe. Merci beaucoup, allez-y, Jacques Léwa. Je vais quand même placer un mot sur ces casses. Parce que le Premier ministre, c'est bien, il a dit la vérité. Mais c'est comme la vérité que les Occidentaux nous disent, nous vous avons colonisé. Oui, c'est vrai, c'était mal. Nous avons fait l'esclavage, nous avons déporté vos parents. Oui, c'est mal. Mais quand on faisait, on ne savait pas que c'était mal. C'est le gouvernement et des casses, on en a parlé en Conseil des ministres. De ces casses, on en a parlé partout. Le Premier ministre ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Ouais. C'est pourquoi moi je n'apprécie pas ça. Je ne prends pas ça comme une vérité, comme un courage. C'est une insulte à l'égard du peuple de Guinée. C'est une insulte grossière. Et ça, c'est insupportable. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si on fait dans ce pays, on est arrivé à un niveau, on est arrivé à un niveau où les gouvernants disent, bon, de toutes les façons, ce peuple-là, on peut lui faire ce qu'on veut. Ouais. On peut se moquer de lui, on peut l'insulter, on peut lui marcher dessus, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien en face. Pour casser les maisons des gens, avec les machines de l'armée nationale. Parce que c'est pas privé. Ouais. C'est le génie militaire qui a été déployé sur le terrain pour casser les maisons des privés,
le Premier ministre vient devant la représentation nationale pour dire on ne sait pas qui a donné l'ordre. Ouais. Alors ce pays n'est plus gouverné alors. Merci beaucoup Jacques Léo. Allez-y Antoine. Non seulement il n'est pas gouverné, mais c'est de l'amateurisme auquel on assiste. Et je me dis qu'Assori, à ce niveau, a tenté de dédouaner quelqu'un qui est assez couturier. Hein. Parce que Alpha Condé a donné le temps. Lorsqu'il a pris fonction pour cette nouvelle mandature, il a dit clairement qu'on va récupérer les domaines appartenant à l'État, notamment les emprises des voies publiques. À mon avis, c'est ce qui était prévu. Sauf qu'il y a eu le zèle chez certains qui ont voulu montrer au président qu'ils sont tellement fidèles à lui qu'ils peuvent mettre en application ses ordres qui sont allés au-delà de ce que leur était demandé. Je ne crois pas qu'on a demandé à quelqu'un d'aller dans les quartiers pour démolir des maisons. C'est ce que, pour moi, Kassouri a voulu l'expliquer hier en disant qu'ils sont allés au-delà de l'ordre qui a été donné. En allant dans les quartiers pour démolir, ce n'était pas recommandé. Bien. Et à ce niveau, le premier à indexer, si on veut chercher un coupable, mais c'est Ibrahima Nkrumah, le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire, qui pour moi a été le chef de file de cette opération et qui l'a reconnu publiquement, qui, en invitant les médias à l'accompagner, a clairement indiqué que c'est lui qui était l'exécutant dans cette mesure édictée par Alpha Condé, le chef de l'État. Merci. Donc je me dis que cela, contrairement à ce que dit Moussa, parlant de vérité crue devant le Parlement, c'est une insulte qu'on ne peut pas accepter parce qu'il n'avait pas besoin d'avouer cela devant le peuple puisque le mal est déjà fait. Ceux-là dont on a détruit les maisons, qui va leur rembourser? Très bonne question. Le dédommagement prévu, ça va servir à quoi? Un bâtiment qu'on construit à coût de milliards. Je ne crois pas comment... Le chef de l'État a annoncé, à ce niveau, ils ont annoncé la mise en place d'une commission qui va faire un recensement, de ces les montants personnes. que les gens percevront seront assez maudits. Merci beaucoup. Ce sera des montants dérisoires. Merci. Ils ne vont pas remplacer ce qui a été investi. Allez-y. Ce qui me permet ce matin de comprendre que ceux qui nous gouvernent ne se parlent pas et qu'ils font de la gestion publique une sorte de navigation à vue, c'est parce que le Premier ministre a donné cette information hier. Si je ne l'avais pas, je n'aurais pas été capable ce matin de les lyncher. Je n'aurais pas été capable ce matin de savoir qu'ils sont en train de nous gérer de façon assez... à côté complètement de tous les critères de bonne gouvernance, parce que tout simplement, il y a eu cette information qui a été donnée. Donc je trouve que cette information est tombée à point nommé et que c'est important que le peuple le sache. Grâce à cela, le peuple sait que nos gouvernants naviguent à vue, qu'il n'y a pas de planning. On ne peut pas quand même m'empêcher de dire cela. Ça, c'est important. Deuxième chose, oui, c'est important, parce que quand vous donnez au peuple la chicotte qui lui permettra de vous fouetter, soyez reconnaissants au moins. Soyez reconnaissants au moins. Je trouve, deuxième chose que j'aimerais signaler, par rapport au dédommagement, il a été dit que tous ceux qui ont des titres fonciers peuvent se faire dédommager. J'aimerais quand même qu'à ce niveau, on aille un peu plus loin. Puisque vous reconnaissez, vous avez fait mea culpa, que vous n'avez pas donné d'ordre. Et ce sont les pouvoirs, c'est la puissance publique quand même qui a cassé le domicile. Peut-être la sincérité est passée, parce que c'est ce que tu dis, c'est sincère, le discours et tout ça. Je me souviens très bien encore de ces boutades du côté du palais du peuple à dire préparez-vous à ce qu'on puisse aller à la chasse aux sorcières. Vous vous rappelez de ça? Oui, je me rappelle. Mais Lamine, je veux parler du dédommagement. Chaque fois, c'est comme ça. Les titres fonciers, c'est pas tous ceux qui ont vu leur domicile cassé qui ont des titres fonciers. Il y a des gens qui sont propriétaires de bâtiments, de maisons, qui n'ont pas de titre foncier, qui ont peut-être un plan de masse, qui ont peut-être qui ont une donation, qui peuvent prouver quand même que c'est leur propriété. Merci. Puisque vous reconnaissez avoir cassé de façon illégale des domiciles dans les quartiers, il faut élargir la fourchette de telle sorte que tous ceux qui vont donner un bout de document démontrant, bien sûr les agents de l'habitat peuvent les appuyer dans les enquêtes, démontrant que la propriété leur appartient, il faut que ces propriétés-là soient cassées. Parce qu'on sait très bien que depuis un certain moment, les titres fonciers ne sont plus délivrés. Voilà. Pourquoi tu te justifies, Moussa? Mais je ne me justifie pas, je dis simplement que parce que Lamine, là quand il parle de titre foncier, il y a des victimes qui ne seront pas du tout dédommagées. Allez-y, Mafoudia. Alors, en fait, ce qu'il a annoncé hier, c'est tellement grave que moi, finalement, je mets ça sur le compte, je sais pas,
de l'enthousiasme, parce qu'il faut noter que c'était pas dans la non, ce que je veux dire, c'était pas dans la déclaration, c'était dans la phase question-réponse. Oui. Donc ça peut ne pas être prévu, que ce soit quelque chose qu'il ait lâché comme ça, qui n'était pas prévu, parce que moi quand même je n'arrive pas à comprendre. Moussa veut bien qu'on voit ça comme du courage, mais pour moi ça, ce n'est pas du courage, c'est du suicide, parce que il y a tellement de, il y a eu tellement de mal que non, on ne peut pas annoncer ça banalement comme ça. Je pense que finalement, qu'il l'a dit sans vraiment se rendre compte, en tout cas dans l'effervescence dans le débat, il l'a annoncé comme ça. Toujours est-il, aujourd'hui, c'est fait. Et ça met à nuit, si on veut, cette incapacité, ce manque de cohérence qu'il y a au niveau des autorités. Mais qu'on parle aujourd'hui de ce discours, ou qu'on parle du discours d'investiture du président de la République, ça revient au même. On a des discours qui sont bien ficelés, des discours qui sont bien réfléchis. Ils ont des équipes techniques qui réfléchissent, qui avancent des données. Quand vous regardez le contenu du discours aujourd'hui, ils donnent des chiffres sur l'éducation, ils donnent des chiffres sur la santé. C'est réfléchi. Mais au-delà de tout ceci, ce qui préoccupe le Guinéen aujourd'hui, c'est l'impact de ce qui est annoncé sur papier. Et c'est ce qui n'existe pas. C'est ce qui n'existe pas. Et les lendemains ne sont pas rassureurs, parce que ça a toujours été la même situation. On se retrouve aujourd'hui avec un pays où on a du mal à voir le bout du tunnel. Diba parlait aujourd'hui, tout à l'heure, de la lutte contre la corruption. Je pense que c'est même l'essentiel, parce que tout ce dont on parle aujourd'hui tourne autour de cela. Et il y a des projets qui sont là. On a des partenaires. Quel que soit le montant qu'on donne à la Guinée aujourd'hui, il est difficile de décaisser, et quand c'est décaissé, l'argent utilisé n'est pas bien utilisé, parce que même pour les goudrons, lorsque c'est fait, les goudrons qui doivent tenir 10 ans, c'est finalement quoi, 2 ans, 3 ans, ce qui veut dire qu'on est en train tout le temps de revenir à la même chose. On stagne en fait. Je pense que ça va au-delà même des propos. Il faut plus de volonté, un peu plus de volonté pour sortir le pays de cette situation dans laquelle on se retrouve. Ça fait maintenant des années. Et encore une fois, tu t'étonnais hier quand je parlais du président de la République, à savoir c'est quoi le problème. C'est ça en fait le leadership. Je pense que c'est tout ce qu'on peut lui demander. Dans un pays, lorsqu'il y a des élections, c'est pas tout le monde on élit. On a un président de la République, c'est lui qui a choisi son premier ministre. C'est le tout le monde, hein, ma chère Makoudi. En fait, nous aujourd'hui, si on a un compte à demander à quelqu'un, ce sera au président de la République, même pas à Kassori, parce que s'il y avait présidentiel, peut-être que Kassori n'aurait pas eu les voix que lui il a eu. Ce qui veut dire que c'est lui que les Guinéens ont choisi. Donc ces décisions doivent répondre aux attentes. Et pour le moment, c'est ce qui n'existe pas. Et ça, c'est un véritable problème. Et il n'y a rien qui nous rassure sur les lendemains meilleurs. Voilà. Allez, on revient dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. On s'intéresse évidemment aux huissiers de Guinée. Les huissiers, ces hommes qui exécutent les décisions de justice. On s'intéresse à eux, évidemment, d'autres sujets également. Le rapport d'Amnesty International, avec d'autres pans d'actualité, évidemment, à développer dans la deuxième partie de l'émission à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.